Bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur ESAE Télévision. Tout de suite, le sommaire. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue ce mercredi 19 février de l'an 2020 sous la présidence effective du président Patrice Talon, chef de l'État et chef du gouvernement. Au cours de la séance, plusieurs décisions ont été prises. Au nombre de ces décisions figure la suspension de la perception de droits d'enregistrement sur les mutations d'immeubles ou au nom des sociétés commerciales et industrielles. À suivre dans un instant. Vous suivrez également dans cette édition le ministre Amos Elegbé, rapporteur général au moment des assises de la Conférence nationale souveraine du Bénin. Il rappelle les circonstances qui ont conduit à la tenue de la Conférence nationale des forces vives de la nation du Bénin en février 1990. ESAE Football Club a repris les entraînements ce matin à René-Pleven de Cotonou en prélude au démarrage de la phase retour de la Vitalor Ligue 1. Après 112 heures de répit, Richard Biot et ses poulains s'attellent à être prêts pour le plan physique afin d'affronter Énergie FC dimanche pour le compte de la 16e journée. À nouveau, bonsoir. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue ce mercredi 19 février de l'an 2020 sous la présidence effective du président Patrice Talon, chef de l'État et chef du gouvernement. Au cours de la séance, plusieurs décisions ont été prises. Au nombre de ces décisions figure la suspension de la perception de droits d'enregistrement sur les mutations d'immeubles au nom des sociétés commerciales et industrielles et sur les décisions de justice en matière commerciale de montant ne dépassant pas respectivement 25 millions de francs CFA et 5 millions de francs CFA. Pour plus de précisions, je vous invite à suivre le ministre de la Communication et de la Poste et porte-parole du gouvernement, Alain Oronla, lors de la traditionnelle conférence de presse faisant office du compte rendu du Conseil des ministres. Suspension de la perception de droits d'enregistrement sur les mutations d'immeubles au nom des sociétés commerciales et industrielles et sur les décisions de justice en matière commerciale de montant ne dépassant pas respectivement 25 millions de francs CFA et 5 millions de francs CFA. Dans le but de faciliter l'accès sécurisé à la terre et de dynamiser les activités commerciales, le gouvernement avait rendu gratuit de 2017 à 2019 les enregistrements des actes fonciers, l'inscription et la radiation hypothécaire ainsi que les successions. Cette option a induit un accroissement remarquable des actes de formalisation et de garantie bancaire et financière. C'est pour maintenir cette dynamique que le gouvernement a décidé de surseoir à la perception des droits d'enregistrement de 5% prévus par la loi de finances, exercice 2020, sur les mutations foncières au nom des sociétés commerciales et industrielles pour des transactions de valeur inférieure ou égale à 25 millions de francs CFA. Cette mesure est également applicable aux décisions de justice rendues en matière commerciale, notamment celles portant sur un montant inférieur ou égal à 5 millions de francs CFA et pour lesquelles la partie condamnée devrait payer un droit d'enregistrement de 5%. Les ministres chargés des Finances et de la Justice veilleront à la mise en œuvre immédiate de ces prescriptions et assureront leur vulgarisation auprès des bénéficiaires. La campagne de commercialisation 2019-2020 des noix de cajou était également au cœur de la séance hebdomadaire du Conseil des ministres de cette semaine. Je vous invite à suivre à nouveau le ministre de la Communication et de la Poste et porte-parole du gouvernement, Alain Oronla. Il nous donne également des précisions sur les nominations prononcées en Conseil des ministres. Campagne de commercialisation 2019-2020 des noix de cajou. À la suite de l'évaluation objective de la campagne écoulée ainsi que de la tendance des prix sur le marché du cajou au plan international, les acteurs de la filière ont proposé, pour le compte de la campagne 2019-2020, un prix d'achat aux producteurs fixé à 325 francs CFA
le kilogramme. Cet ajustement de prix par rapport à la campagne écoulée vise à préserver aussi bien les intérêts de la filière que de ses animateurs à qui il est demandé de continuer à mettre en œuvre les meilleures pratiques en matière de culture, de vente groupée et d'utilisation d'instruments de mesure certifiés. La présente campagne aura cours du 19 mars au 31 octobre 2020 et sera lancée dans la ville de Djougou. Le Conseil saisit cette occasion pour rappeler à tous l'interdiction des sorties frauduleuses des noix du territoire national et de la perception de taxes autres que celles prévues par la loi de finances, exercice 2020. Le Conseil a par ailleurs adopté les décrets portant attribution, organisation et fonctionnement du ministère de la Santé, puis attribution, organisation et fonctionnement du ministère de la Justice et de la Législation. Au titre des mesures individuelles, sur proposition du ministre de la Justice et de la Législation, les nominations ci-après ont été prononcées à la Chancellerie. Directrice des relations avec les institutions et de la promotion des dynamiques sociales, Madame Zalia Bakoudogo Alassane. Directeur des services judiciaires, Monsieur Donatien Dossoubeté. Directeur du Centre de documentation et d'information juridique, M. Kweme Toton Marius Ewasadja Adara. La conférence nationale souveraine du Bénin est la première conférence nationale en Afrique francophone et a influencé et inspiré toutes les suivantes. En 1989, 29 ans après l'indépendance du Bénin, le pays avait beaucoup de problèmes qui se sont accumulés pour créer la crise béninoise. L'agitation grandissait à cause des retards de paiement des salaires. La répression gouvernementale par le régime du président Mathieu Kérékou a atteint son point culminant. La population luttait contre la violence et l'intimidation continuelle. Et Kérékou s'est rendu compte qu'il devait y avoir une ouverture pour réformer son gouvernement. Je vous invite à suivre le ministre Amos Elegbe, rapporteur général au moment des dites assises. Il rappelle les circonstances qui ont conduit à la tenue de la conférence nationale des forces vives de la nation. Disons à l'époque, a été convoqué par le président Kérékou. Suite à plusieurs situations qui se sont complexifiées. Par exemple, nous étions arrivés à un moment donné où l'État n'arrivait plus à assumer ses fonctions régaliennes. Plus grave, à payer les salaires de ses propres agents. Nous étions arrivés à un moment où l'école était bloquée. Nous sommes arrivés à un moment où le secteur financier et les banques étaient illiquides. Nous étions arrivés à un moment où le peuple avait perdu espoir en lui-même. Vous comprenez donc qu'il fallait, à un moment donné, s'arrêter. Et s'arrêter veut dire quoi? Puisque c'est Kérékou Mathieu a pris le pouvoir par un coup d'État. Le 26 octobre 1972, nous étions en 91, 19 ans plus tard, il était donc loisible de faire le point. Et ce point a montré de grandes faiblesses qui ont eu pour conséquence la situation que j'ai décrite tout à l'heure. Mais la plus grave erreur, c'était l'encadrement ou l'embrigadement de notre peuple par une idéologie, l'idéologie marxiste-léniniste. Beaucoup ne savaient pas ce que c'est que cette idéologie qui avait des fondements extra-africains, mais qui véhiculait un certain nombre d'idées qu'ils ont voulu expérimenter à l'époque. Mais ce qui est grave, c'est que le marxisme-léninisme travaille sur la base des classes. Ceux qui possèdent, ceux qui ne possèdent pas. Et les autres. Mais le peuple béninois, ça veut dire que si vous avez des classes, ça veut dire que vous avez
les employés, les propriétaires et ceux qui ne possèdent pas. Ça veut dire que vous avez les bourgeois, les capitalistes et vous avez ceux qui ne vendent que leur propre force physique. Ainsi vu rapidement le marxisme-léninisme qui cherchait à réconcilier le peuple avec lui-même en disant « nous partagerons ensemble la prospérité que nous avons, donc il faut que l'État soit au centre de tout ». Et c'est ce qu'ils ont fait dans notre situation. Je ne vais pas aller loin dans cette analyse-là pour dire que la situation était tellement grave lorsque tout l'État, lorsque tous les domaines de la vie sociale sont bloqués, il fallait retourner en arrière. Et c'est pour ça que la conférence nationale a été convoquée pour le 19 février 1990 et le comité préparatoire avait la charge de le préparer. 3 choses nous ont marqué. 3 choses étaient importantes à régler. Et notre conférence nationale est particulière parce que le 7 décembre 1989, les instances supérieures de la nation, à savoir le président de la République, le conseil exécutif national qu'on appelle maintenant le gouvernement, et dont moi j'étais membre. Le dernier gouvernement qui s'appelle conseil dont j'étais membre et les Robert Dossou, le bureau politique du parti qui dirigeait l'État 15 ans plus tôt, qu'on appelle le Parti de la Révolution populaire du Bénin, et puis l'Assemblée nationale révolutionnaire. Il fallait que ces institutions se mettent ensemble. Et quand ces institutions se sont mises ensemble, on a entériné cette situation et nous avons compris qu'il faut qu'on prenne des décisions idoines pour libérer le peuple béninois. De quoi? Première chose, de libérer de l'idéologie marxiste-léniniste. Premier objectif. Deuxième objectif, de faire participer la nation tout entière à l'animation de la vie politique à travers des partis politiques. Vous comprenez qu'à partir de ce moment, le PRPB, qui était le parti unique de l'État, qui était le parti unique de notre peuple, ne pouvait plus continuer. Donc nous avons dit, le 7 décembre 1989, que le PRPB devait cesser d'être un parti-État, devait cesser de réguler la vie politique nationale et que le PRPB, on instaurait le multipartisme au Bénin, c'est-à-dire le pluralisme politique. Ce qui veut dire que le PRPB pouvait rester, mais il ne dirige plus l'État. Et enfin, il fallait aussi que les plaies qui ont été ouvertes soient ces plaies-là, qu'on puisse les souder. Et nous avons décidé, ces instances ont décidé, qu'une amnistie générale sera accordée à tous ceux qui ont été condamnés par ailleurs, ceux qui ont fui la nation parce que l'idéologie marxiste était répugnante pour certains, l'idéologie marxiste était contre les intérêts particuliers, parce que l'idéologie marxiste aussi a fait beaucoup de dégâts en ce qui concerne les libertés publiques. Il fallait donc qu'on mette fin à ça, qu'on libère tous ceux qui étaient en prison, qu'on libère tous ceux qui étaient en exil, qu'on leur accorde l'amnistie. C'est ce qui a été fait le 7 décembre 1989. C'est la grande décision de notre comité préparatoire. Restons avec Amos Elegbe qui décrit la façon dont se sont déroulés les débats lors de la conférence nationale. Il relate l'ambiance qui a prévalu. Il est au micro d'Abdelkader Achirou. Nous étions allés en fait dans l'espoir au niveau du gouvernement qu'en sortant de là-bas, les objectifs qu'on avait déjà, nous-mêmes on s'en est approprié déjà. On avait pris un certain nombre de décisions. Que ces décisions qui avaient été prises, et j'ai oublié de dire tout à l'heure que le comité préparatoire s'est basé surtout sur les contributions des Béninois. 1400 contributions étaient arrivées de l'extérieur et de l'intérieur de notre pays, où des gens avaient déjà fait des propositions, parmi lesquelles
propositions, parmi lesquelles propositions à l'époque, il fallait créer un poste de Premier ministre, il fallait avoir une transition, il fallait ainsi de suite. Mais l'ambiance qui a prévalu est une ambiance, c'est vrai, moi je suis chrétien, l'ambiance était que l'Esprit Saint nous attendait en ces lieux. C'est la première fois où les gouvernants s'asseyent avec les gouvernés et se disent la vérité. On était à une réunion de franchise. Nous-mêmes qui étions au gouvernement, on était écrasés puisque ceux qui étaient venus étaient déterminés à ce qu'on change la situation. Ceux qui étaient venus, beaucoup nous soutenaient d'ailleurs avant qu'on arrive parce qu'on avait pris des décisions qui permettaient d'ouvrir les débats. Et l'ambiance, il faut dire, elle est fraternelle. Elle est très fraternelle, elle est difficile. C'est difficile que vous dépossédez un pouvoir de toutes ces prérogatives à une rencontre. C'est pourquoi nous avons passé 2 étapes importantes. Du 19 au 23, 19 février au 23 février, la conférence a décidé d'abord de prendre en compte, de dire que le comité préparatoire n'existe plus, mais de mettre en place non seulement le présidium, mais de constituer un petit groupe constitué des chefs d'État qui étaient là à l'époque pour pousser les travaux de la conférence. Et cela a mené à quoi? Ça a mené à ce qu'on a créé une fraternité entre les Béninois et nous sommes allés loin et ils ont exigé, et c'est le 23 février 1990, qu'enfin, à 20h, la nuit, ce jour-là, ils avaient exigé que les décisions de la conférence nationale soient exécutoires et que le règlement intérieur de la conférence nationale devait marquer ça principalement. Le président Mathieu Kérékou, après des jours de réflexion, est venu nous annoncer le 23 février 1990 qu'il acceptait que les décisions soient immédiatement exécutoires. Vous avez vu, c'était vraiment l'étape la plus importante de notre conférence. Tous les bagarres antérieures, toutes les querelles intérieures, sur la manière d'analyser, sur la manière d'avancer ou de ne pas avancer, toutes les angoisses, tout sont tombées. Et ça a ouvert une autre étape, l'étape du 24 au 28. Cette étape était de construire maintenant une transition. Puisque le président Kérékou a accepté ça, la conférence nationale dit il reste. Il va conduire la transition, mais il aura un Premier ministre indépendant, comme on voit partout. Ce Premier ministre aura son gouvernement et le président Kérékou présidera cette transition avec 2 ou 3 collaborateurs. Donc voilà un peu comment je peux qualifier cette conférence nationale. Mais si vous voulez qu'on parle en même temps des résultats, on peut en parler. Alors, dernière phase de cette entretien, vous allez aborder les résultats de cette conférence nationale des forces de la nation et nous dire, est-ce que dans le contexte actuel de l'affaire, vous dites, le Bénin a besoin d'une assise identique à la conférence nationale des forces de la nation? Non, pas du tout. Le Bénin n'a pas besoin du tout d'une conférence nationale aujourd'hui dans la forme dans laquelle on était. La forme que notre conférence nationale avait adoptée est une forme qui s'adaptait à une situation particulière. Vous avez vu, j'ai dit tout à l'heure, les Français ont fait leurs premiers États généraux en France en 1789. Ils n'ont plus jamais fait d'autres États généraux. Ils ont exécuté des rois, ils ont exécuté des princes. Beaucoup de bourgeois sont morts. Le peuple a pris le pouvoir à place de la Bastille. Mais il n'est pas souhaitable que ces choses se reproduisent. Ce qui s'est passé à la conférence nationale, qui nous a amené à la conférence, je vous l'ai dit, à savoir que les leviers de commandement de l'État, tous ces leviers étaient morts. Plus grave, l'économie était donc morte.
Plus grave, l'État n'avait plus de recettes suffisantes pour faire face à ces fonctions régaliennes. Plus grave, évidemment, il n'a plus d'emploi. Plus grave, l'école s'est arrêtée. Plus grave, évidemment, ne parlons pas des centres de santé. Donc, la situation était telle qu'on ne pouvait plus avancer. Aujourd'hui, depuis 30 ans, on n'est plus revenu à ces conditions-là. Dans le cadre de la célébration des 30 ans de la Conférence des forces vives de la Nation, la Conférence épiscopale du Bénin a concocté un vaste programme pour amplifier le rappel de la mémoire. À l'occasion de la conférence de presse donnée le lundi 17 février à son siège, les conférenciers ont mis l'accent sur plusieurs points. Le président du comité d'organisation du colloque organisé en cette intention rappelle le sacrifice consenti par les Béninois pour la réussite de ces assises historiques. Il est au micro de Carles Kitomi. Que la conférence nationale n'était pas d'abord là pour adresser un document à un dirigeant. C'est d'abord pour parler à la conscience de tous les citoyens qui ont accepté de se retrouver, de s'entendre, de faire corps au-delà des partis et des oppositions. Ce dont on a besoin et qui a fait que l'Église a eu à adresser, il y a pratiquement un an, une lettre pastorale. La liberté vous rendra libre, c'est quoi? La vérité vous rendra libre, c'est quoi? C'est que nous acceptions vraiment que ce qui va libérer notre pays, le rendre vraiment acteur de sa sortie de crise, c'est l'ensemble des citoyens qui acceptent de marcher ensemble, de se convertir, qu'au-delà des questions de quitus et tout ce que vous voulez, que tous les partis politiques sentent qu'ils ont un devoir commun, bâtir le Bénin. Que tous les citoyens savent qu'ils ont un devoir commun, nous accepter mutuellement, pour reconstruire le Bénin. Et on ne finit jamais de reconstruire, dans le bon temps comme dans les moments difficiles. Donc, les recommandations, les résolutions de ce colloque sont d'abord adressées à tous les citoyens. Si chacun accepte, comme en 90, de repartir, de ne pas se laisser blesser, décourager, à telle enseigne qu'on abandonne tout. Si chacun est capable de dire nous voulons rebâtir le pays à partir du changement de ma mentalité, de ma conversion, et que si les acteurs politiques et les gouvernants font la même démarche, le message au-delà des citoyens va s'adresser à des dirigeants conscients vraiment de leurs responsabilités. Si nous voulons seulement le message adressé seulement à des gouvernants, nous ferons fausse route. Donc que le climat qu'il avait eu au Bénin, ceux qui sont âgés ici le savent, tout le pays était mobilisé, priait, écoutait la radio, se demandait les nouvelles de la conférence. Il avait un esprit qui a soufflé. Cet esprit-là, je crois qu'il peut souffler encore. Et pour moi, si nous avons été le modèle de ce que l'on a appelé du pluralisme après des temps de crise en Afrique, la crise que nous connaissons, que nous avons connue à travers tous les régimes, et celle que nous connaissons maintenant, nous serons également des modèles de citoyens, de dirigeants qui montrent que l'Afrique peut sortir de toute crise politique, sociale et économique. Le vice-président de la conférence épiscopale, Monseigneur Eugène Cyril Houdécon, invite quant à lui les Béninois à la détermination. Il insiste sur le fait que l'actualité du moment n'est pas un fait nouveau. Il compare le Bénin à d'autres pays pour aiguiser la foi de ses compatriotes. Suivez plutôt. C'est vrai que, à la vue de certaines situations que nous avons vécues, beaucoup de citoyens donnent l'impression de se réveiller d'un sommeil, ou donnent l'impression de se voir ravir certains de leurs acquis.
Mais je crois que ces situations que nous connaissons sont encore loin d'être comparables à celles d'autres pays qui ont dû recourir à la sécession ou d'autres pays qui ont dû lutter contre l'apartheid pendant des années, des décennies avant de s'en sortir. Donc, notre mérite à nous est notre refus de voir certains acquis nous échapper pour de bon. Notre mérite à nous, c'est d'être déjà sensible à la moindre perte de certaines valeurs que nous avons chéries. Et donc cela signifie que nous désirons profondément continuer à nous mettre ensemble et à sauvegarder un consensus. Moi, je dirais simplement pour terminer que le rôle que veut jouer la conférence épiscopale est comparable au rôle de la garde. Mais étant donné que notre garde est gratuite, notre garde est inspirée par le bien de toutes et de tous, de chacune et de chacun, je dirais qu'à travers ces célébrations, la conférence épiscopale du Bénin se donne l'homme de devoir de la garde d'honneur. Spiritualité dans cette édition. Les femmes sont présentes dans tous les secteurs de la vie culturelle et cultuelle au sein de nos sociétés africaines. Mais rares sont celles qui se positionnent en premier rang. Il y a Alaké Kirino est l'une de ces rares femmes prêtresses du vaudou, héritée de son feu père, Lamadou Sedo, depuis près de 20 ans. Suivons cet élément réalisé par Jacques Marion d'Almeida. Iya Alaké Kirino est l'une de ces rares femmes prêtresses du Bénin. Héritée de son père, elle siège sur plus de 7 divinités dans les Égouts depuis plus de 23 ans où elle officie régulièrement des prières d'offrande. Mais comment parvient-elle à gérer tous ces esprits? Elle nous explique que ce n'est pas de sa force mais plutôt de la volonté des esprits à vouloir l'aider dans sa mission de gardienne de temple. Vous savez, c'est pas de ma force, j'ai hérité de ça. J'ai remplacé mon père. C'est mon père qui avait tout ça là. Et partout où on a passé, quand mon papa était décédé, on m'a déjà intronisé en tant que hiérarque de la famille Kirino. Après ça, il y a les divinités que le vieux a laissées. Partout on passe cette divinité aussi, on dit que c'est moi qui dois rester à leur place. C'est par là que je suis devenue maîtresse de tous les esprits qui sont laissés par mon père, y compris Vonu Sakwata, dans Torosu, au cou. Vous savez, partout où vous passez, vous devez trouver des jumeaux. C'est une maison de jumeaux. Mes parents, ils ont fait des jumeaux en désordre. On a les trucs qui les a représentés ici. Il y a aussi l'esprit tronc qui est là. Ce n'est pas de ma volonté. Si j'arrive chez Tron, je lui parle sa langue. J'arrive chez Sabata, je lui parle sa langue. J'arrive chez Dan, je lui parle sa langue. J'arrive chez Topos, je lui parle sa langue. Je vais chez les revenants, je leur parle leur langue. Je ne peux pas dire que c'est ma force. Si j'arrive là en même temps, eux-mêmes m'aident à faire tout ce que je fais. Pour ce qui concerne le Tofa, c'était son feu père Lamadou Sedo qui officiait les cérémonies. Même pour le Tokloklo, ensemble avec les autres grands dignitaires. Ce qui diffère un peu de la manière dont les choses se passent aujourd'hui. Car depuis la dernière cérémonie, officiée par Lamadou Sedo, plus personne n'a emboîté ses pas. Mon père avait initié ça. Pour Tofa là, c'est David qui est là maintenant. Qui est Bokono. Ça se faisait avec son père. Notre père, et il y a Dantopa, la maman de Dantopa là. Ce sont eux que nous avons hérité. Elle aussi, elle fait parmi les hommes, les Adomou, d'abord où on faisait de Ouida. Et on fait les cérémonies qu'on appelle Tokloklo.
Et mon père avait fait ça ici dans Cotonou. Il a fait tout propre là. Et ils sont partis jeter le bœuf dans la mer. Ils ont fait ça. Mais depuis là, on dit, les gens font, mais c'est plus comme avant. C'est plus comme avant. Ah, tout propre là, c'est pas laissé à un enfant. C'est pas laissé à un enfant. Si tous les dignitaires s'assoient et ils ont décidé, ils vont le faire. Une seule personne ne peut pas faire tout propre jamais. C'est Lamalu Selo seul, Lamalu Selo qui est mon père, qui a pu faire en son temps, avec les autres dignitaires derrière. C'est lui qui avait pris le devant, il avait fait. Comme tout métier, ce que l'on fait, la femme peut donc aussi le faire et en bien. Car la route du développement passe aussi par l'émancipation des femmes et surtout leur place dans nos sociétés africaines. À présent, la page sport pour mettre un terme à cette édition. ESAE Football Club a repris les entraînements ce matin à René-Pleven en prélude au démarrage de la phase retour de la Vitalor Ligue 1. Après 112 heures de répit, Richard Biot et ses poulains s'attellent à être prêts sur le plan physique afin d'affronter Énergie FC dimanche pour le compte de la 16e journée. Mais avant la réception du 5e au classement, le capitaine Marcel Danginou tire le bilan de la phase aller et annonce les perspectives. Je pense que nous avons bien démarré la phase aller du championnat. Et actuellement on est deuxième, c'est une très bonne opération déjà. Mais je pense que là, nous allons continuer le travail pour bien aborder la phase retour. Mais pour les phases aller, c'est vrai, il y a eu de petits soucis. C'est en train de gérer. Et donc je pense que là, on a fait des erreurs. Nous allons apprendre de nos erreurs. Et ce qu'on a pu faire de bien, nous allons prendre ça et continuer avec. Parce que là, c'est le plus important. Donc là, je peux dire de la phase aller que nous avons fait une très bonne opération parce qu'actuellement nous sommes deuxième du championnat et on a eu des défaites qu'il ne fallait pas avoir. Donc je pense que la phase retour, nous allons corriger tout cela. Il y a beaucoup de matchs, mais je pense que le match qui nous a le plus touché, c'est le match contre Kraké. Et à Samé Kraké où on a eu beaucoup d'occasions. Mais le jour-là, il n'y avait pas la chance pour concrétiser. Ouais, donc c'était ce match de Kraké. Si on prenait les 3 points, je pense qu'actuellement, on devrait avoir 30 points. Ben, actuellement, on a 27. Donc je pense que le travail doit toujours continuer. L'objectif, c'était le maintien. Maintenant, nos dirigeants, c'est vrai, ils ont amené tout un autre débat. Donc je pense que là, nous voulons jouer, c'est le haut du tableau. Donc l'objectif, c'est d'être le champion. Mais là, il y a des petits soucis, comme je viens de le dire. Et on a notifié certaines choses aux dirigeants. Bon, ils sont en train de voir. Je pense que si les conditions sont meilleures là, et quand toi-même tu montes sur le terrain, tu dois donner le tout pour le tout. Donc vous avez remarqué, nous sommes là en train de travailler. Donc nous allons continuer toujours par travailler, faire ce qui est pour nous et pour avoir un bon résultat. Donc l'objectif là, c'est d'être champion. Les 2 recrues lors de la mi-saison ont participé à cette séance. Il s'agit de l'attaquant ghanéen Gobless Asamoah et du défenseur nigérien Taiwo Chitou. Ils ont déjà joué le dernier match de groupe de la Coupe de la Confédération contre DCMP en début du mois à Kinshasa. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de votre aimable attention. À demain pour une nouvelle édition de l'information sur les www.esaetv.pj. Bonsoir.